moi je connais personne non plus sur le marché français qui fait ce que je fais. Tout ce qui est business communautaire a tendance en ce moment à croître de plus en plus. Tu as des fétiches sexuels et un des fétiches sexuels qui existe parmi tout ce qui peut exister, c'est d'être trompé par ta compagne. C'est ça que Bored Ape a voulu faire un peu avec leurs jeux vidéo. Est-ce que t'as des datas sur ça ou pas, le nombre de personnes qui recherchent ça? Bah, C'est dingue. Bon et bien les gars, bonjour, bonjour à vous. Benjamin, tu fais 400 000 euros en ce moment par an avec un business dont personne ne parle, pas du tout sexy, alors que tout le monde parle du Web3, de l'IA, du business sur TikTok ou que sais-je, dropshipping ou infoproduit. Toi, tu es dans le tricot avec ta compagne. On a vraiment insisté enfin, je voulais vraiment t'accueillir ici parce que NBS, on a tendance à parler beaucoup des trends, des tendances. On aime bien checker les opportunités de marché, les segments émergents dont personne ne parle. Mais en fait, quelque chose de très vrai, pour là encore d'ailleurs personne ne parle, c'est de s'intéresser aux autres trends. Et finalement, ça va être tous les business qui sont à l'opposé des conjonctures, à l'opposé des grosses des grosses opportunités dont tout le monde font l'éloge, pardon. Et donc je pense que ça vaut le coup aujourd'hui de s'intéresser à tous ces business-là. Toi, tu es dans le tricot, c'est quand même assez atypique. Je connais personne d'autre en France qui fait ça. Et je pense qu'il y a d'autres opportunités comme ça. Je pense qu'il y en a au moins une petite dizaine, si ce n'est au moins au même niveau que le tricot, si ce n'est d'ailleurs beaucoup plus gros. Et où il y a personne, aucune concurrence. Et je pense que ça va être intéressant pour tous nos auditeurs de découvrir justement ce petit milieu des arts trends. Donc je te laisse te présenter rapidement, nous dire comment tu es tombé dedans, et puis on enchaînera après. Ok. Enchanté déjà. Alors, en fait, déjà, moi, je connais personne non plus sur le marché français qui fait ce que je fais. Et sur le marché anglophone, certaines personnalités connues du tricot commencent à se mettre à faire de l'entrepreneuriat, de l'infoprenariat sur le tricot, mais c'est très récent. Donc, ça fait 2-3 ans que finalement, on est assez seul dessus, sur ce marché. Moi, c'est pas compliqué. J'ai commencé à m'intéresser au tricot parce que j'ai rencontré ma compagne qui tricotait. Et on avait envie de monter un business et on a trouvé que c'était la bonne occasion parce qu'elle avait un blog qu'elle ne monétisait pas et je lui ai proposé de le monétiser. Voilà. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à créer les triconotes avec ma compagne. Et à quel niveau de croissance le blog s'est développé? Est-ce que c'est quelque chose qui a marché immédiatement ou est-ce que c'est quelque chose qui a été fait uniquement Mhm. par passion, sans vraiment objectif derrière? Au Comment début, ça se c'était fait fait? par passion. Moi, j'ai rencontré ma compagne en 2017. Elle a commencé en 2013. En Ok. 2013, 2014, 2015, 2016, elle faisait à peu près 300 visiteurs par jour. Aujourd'hui, en comparaison, donc 10 ans plus tard, on est à peu près à 3000 visiteurs par jour. Donc, on a multiplié par à peu près 10 le trafic SEO. Elle le faisait par passion, mais c'est vrai qu'elle avait quand même une envie de me monétiser, mais elle était persuadée qu'elle ferait jamais un euro, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de barrières, on va dire, à la monétisation. La première étant que le prix moyen en fait d'un produit numérique en tricot est d'environ 5 euros, 5-6 euros. Donc c'est vrai que si tu réfléchis, 5-6 euros pour un produit numérique, c'est très difficile d'en vivre, hein, puisqu'il faut en vendre beaucoup, il faut vendre de grosses quantités. Aussi, il faut avoir un élément différenciant. Le produit numérique principal en tricot, c'est ce qu'on appelle un patron de tricot. Donc c'est une recette de cuisine, mais pour du tricot qui sert à créer un vêtement. Et donc c'est difficile. En fait, aujourd'hui, quasiment personne vit du tricot, de l'activité du tricot. Tu as quelques boîtes qui sont entre guillemets des solopreneurs qui font de la laine, des aiguilles, des marqueurs. Enfin, elles font mercerie, patron de tricot et aussi par exemple un Patreon. Mais c'est pas des gros business. C'est des gens qui font 1000 euros, 2000 euros par mois, tu vois, par exemple. Ok, ouais. Ok. Toi, tu nous avais dit que tu étais vraiment le mec qui s'occupait de tout le côté business de l'activité. Est-ce que tu avais étudié un peu le marché du tricot en amont? Est-ce que tu avais repéré qu'il y avait une opportunité? Comment est-ce que toi, tu t'es dit, ok, il y a quelque chose à faire là-dedans? Euh, En fait, comment expliquer ça? Normalement, quand on fait un business, on dit qu'il faut trouver un problème dur, donc douloureux, urgent et récurrent, et que en gros, tu vas venir proposer une solution que tu vas monétiser pour ce problème dur. Mais il y a d'autres types de monétisation que tu peux avoir sur Internet. Tu peux monétiser des passions, c'est-à-dire des pratiques que les gens ont de manière régulière.
dans lesquels ils ont des problèmes qui sont pas forcément douloureux, urgents, mais par contre qui sont récurrents. Et tu peux leur proposer des solutions par escalier qui vont permettre de monétiser progressivement, en fait, d'allonger ta LTV. Il est évident que tu peux pas faire de formation en tricot qui coûterait 1000 euros, 2000 euros, ou 3000 euros, comme on peut le faire en McMoney, mais par contre, tu peux proposer des solutions qui coûtent 100 euros. Moi, ce que j'avais remarqué, c'est que, en fait, le tricot, c'est que des mathématiques. Donc c'est que des suites de mathématiques, des suites en fait de comptes, de rangs et de mailles, et que en fait la plupart des personnes qui tricotent sont allergiques aux mathématiques, d'après ce qu'elles confient elles-mêmes, et elles n'ont pas de connaissances théoriques du tricot. C'est-à-dire qu'elles peuvent reproduire ce qu'elles voient dans une vidéo, les gestes, mais elles ne comprennent pas fondamentalement de base comment est fait le modèle, quelles sont les lois qui régissent. Si tu veux, c'est un peu la même chose que de savoir suivre une recette de cuisine, mais ne pas savoir cuisiner. C'est deux choses différentes. Et donc, pour moi, ce qui était logique, c'est qu'à partir du moment où tu avais des gens qui pratiquaient une passion tous les jours et qui rencontraient des problèmes qui étaient liés aux mathématiques et qu'elles avaient comment dire, une faible appétence pour les mathématiques, tu pouvais entrer par là en fait. Et donc, on a lancé une première formation qui a été un succès assez intéressant. Et puis après, c'était la suite, voilà quoi. C'était formation. On a enchaîné les formations, voilà quoi. Aujourd'hui, on est à 25 à peu près. Ok. Tu veux parler, Alex, ou pas? Ouais, tout à fait. Moi, je me demandais, au bout de combien de temps t'as commencé à comprendre que t'étais capable de transformer, on va dire, ce hobby en vrai business? Enfin, combien de temps ce process t'a pris pour transformer de je pars d'un hobby, je vois qu'on peut faire éventuellement un peu d'argent, tu parlais tout à l'heure de business qui font 1000, 2000 euros gros max, à je vais pouvoir mettre en place un business qui me fait vivre et qui est, comme Luc l'a dit tout à l'heure, de l'ordre de 400 000 euros par an, quoi. Comment cette transition, elle s'est effectuée? Quand est-ce que tu as Ok. pu en vivre et tout ça? C'est ça ma question. Alors, moi, j'ai rencontré ma compagne en 2017, et donc elle avait commencé son blog en 2013, et c'était seulement un blog gratuit, c'est-à-dire il y avait du trafic, elle écrivait des articles, voilà. Ça Ouais. s'appelait pas à l'époque les Triconautes, ça s'appelait à l'étudiantine, parce qu'elle était étudiante et qu'elle faisait un blog en étant étudiante. Ok. Je m'y suis pas trop intéressé quand je l'ai rencontré, puis au fur et à mesure qu'on a appris à se connaître, qu'on en a parlé, etc. Et en 2019, j'ai compris, donc 2 ans plus tard à peu près, j'ai compris il y avait quelque chose à faire. Mais au début, j'ai pris la chose par le mauvais côté. C'est-à-dire, j'ai voulu proposer des patrons, donc des recettes de tricot, Ouais. comme faisaient tous les autres acteurs du marché. Donc ça a été pendant un an, on a travaillé sur ce projet qui était en fait une combinaison entre du tricot et des comptes. J'avais compris qu'il fallait faire une notion d'offre, qu'il fallait prendre plusieurs éléments pour composer une offre qui te distingue, mais je l'avais mal compris par rapport à mon persona parce que les comptes ne les intéressaient pas. Et l'idée c'était en gros un tricot et tu as un compte qui parle où le tricot est dans le compte en fait, tu vois, avec des animaux, etc. En fait, c'était quelque chose assez. L'idée c'était de faire quelque chose d'assez comme du world building, donc construire un univers avec le tricot, etc. Et donc ça a été un échec, ça a fait un an de travail, 400 euros, voilà à peu près. Ouais. Et là, on a eu une idée, on s'est dit, mais pourquoi pas faire une formation, puisqu'on nous pose beaucoup de questions sur comment tricoter des chaussettes. Donc on a fait une formation sur tricoter des chaussettes. Et quand on a eu le premier résultat du lancement orchestré, là on a compris. Voilà. Donc il m'a fallu, si tu veux, il m'a fallu, à partir du moment où je me suis intéressé, un an pour comprendre qu'il y avait une possibilité de monétisation, mais j'ai mal cherché, j'ai mal calibré mon offre de monétisation au début. Et après, il m'a fallu, à partir du moment où on a fait une formation, j'ai compris en 2 semaines, j'ai compris qu'est-ce qu'il fallait faire. Voilà. Puisque ça a été Ok. le truc qui marchait en fait. Ouais, ça a vraiment été l'élément déclencheur et à partir de là, t'as pu scaler le truc et ouais. Ouais. Ben souvent, le problème que tu as dans les business, c'est que soit le mec est bon en acquisition, mais il a un problème de monétisation, il sait pas donner le bon produit à la bonne audience, la bonne typologie de produit ou la bonne offre, ou soit le mec est nul en acquisition et il a une offre qui est correcte, mais le problème c'est qu'il y a personne qui rentre dans le canal. Nous, le problème c'était pas l'acquisition, le problème c'était la monétisation. Et puis quand on a résolu ça, tout était globalement après c'est que des problèmes de scaling en fait, de montée, voilà quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, exactement. Très clair. Ok. Tu t'es confronté immédiatement au marché, t'as pas fait d'analyse spécifique, t'as pas essayé de chercher l'opportunité avant de te lancer dedans, quoi. Non, non, parce que Ok. j'avais un bon, enfin c'est un peu bizarre dit comme ça, mais j'avais un bon pressentiment qui s'est révélé vrai, c'est-à-dire que je voyais qu'il y avait des gens qui pratiquaient une activité tous les jours, qui avaient des problématiques qui revenaient de manière récurrente, qui n'étaient pas certes pas douloureuses au point de je suis pas capable de faire d'argent ou je peux pas rencontrer l'être aimé, etc. Mais je voyais qu'il y avait un problème récurrent et je voyais que si tu veux, il y avait
il y avait quelque chose à faire en fait. Il y avait quelque chose à faire en termes de communauté, très tôt, on a capté l'aspect communautaire en fait. C'est pour ça qu'on a appelé ça les triconautes, parce que c'est un nom communautaire, donc c'est facile de s'intégrer dedans. Tu peux porter des valeurs, tu peux porter des combats en fait. Donc voilà. Mais si tu veux, pour moi c'était une évidence en fait. Je pense que on arrivera à Internet est finalement assez récent. On n'est pas plein d'infopreneurs, plein comment dire, d'infopreneurs sont pas matures au niveau de leur développement, mais dans 10, 15 ans, 20 ans, toutes les niches existeront, tout existera. Tu verras des trucs complètement hallucinants. Moi, je vois des trucs, enfin, j'ai vu des trucs en monétisation qui sont, tu l'imaginerais pas. Le tricot, c'est même pas le plus exotique que de ce que j'ai pu voir, tu vois. Je pense à quoi, Ouais. par exemple? Ouais. Alors c'est un peu un jeu qu'on a dans ma boîte, qu'on a, c'est on regarde tous les trucs les plus exotiques en monétisation. Un truc sur lequel on est tombé, alors c'est un peu olé olé, on est tombé sur un truc qui s'appelle The Cocold Consultant. Donc c'est du consulting, J'ai très peur. mais c'est du consulting dont le but, si tu veux, c'est comment expliquer ça. Euh, Tu as des fétiches sexuels et un des fétiches sexuels qui existe parmi tout ce qui peut exister, c'est d'être trompé par ta compagne. Et donc le cocol Ouais. consultant, qui est une sorte de consultant que tu payes, donc c'est du one-to-one, lui vise à te fournir un service qui permettrait de te donner les arguments pour pousser ta compagne à accomplir ton fantasme. Donc voilà, tu vois Mais le type de monétisation. c'est à quoi? Attends, mais alors ça, est-ce que tu connais un peu le volume de recherche, la tendance? Est-ce que tu as des datas sur ça ou pas, le nombre de personnes qui recherchent ça? Bah, C'est dingue! je sais pas, mais je sais que quand tu regardes les volumes de recherche sur Pornhub, par exemple, tu sais, chaque année, ils publient des tendances. Je savais Et pas ça, intéressant. bah oui, tu sais quel pays a les meilleurs tags, etc. Enfin, t'as plein de données au niveau de ça. Chaque année, les tubes publient leurs données. Et ben par exemple dans ce cas-là, tu sais que le candolisme, donc ça s'appelle the cuckold, mais en fait c'est candolisme, est une pratique qui est assez recherchée sur Internet apparemment, surtout aux C'est États-Unis. incroyable. Et je pense on va scraper toutes les datas de Pornhub aussi pour les mettre sur le tool Alex. Je Ouais, pense que on peut voir des tendances intéressantes émerger. je pense Bien que sûr, ouais. ouais, il y a des trucs qu'on soupçonne pas. Parce que là, en gros, ce que tu es en train de me dire, pour juste résumer, au cas où ce soit pas hyper clair, c'est des mecs qui payent des consultants pour que ce consultant apprenne à trouver les bons arguments pour que ta compagne te trompe. C'est ça Ouais, dans l'idée, je le. crois que c'est ça, voilà. Dans l'idée, voilà, c'est ça. Ah ouais, c'est fucked up là. Tu peux, tu peux tout monétiser. En fait, sur Internet, à partir du moment où tu as compris la paire acquisition, monétisation et branding, on va dire, tu peux tout monétiser. Ouais, Quasiment. Mais ouais. est-ce que tu connais des personnes qui font ce métier? Et si oui, est-ce que tu connais je sais pas, leur chiffre d'affaires, combien ils gagnent? Ah non, je connais pas des Non, personnes qui font ce ok, métier, ok. j'avais vu passer ça, tu vois, voilà, quoi, par exemple. Après, je sais pas ce que C'est c'est le chiffre dingue. d'affaires derrière, tu vois. Mais à partir du moment où il y a une demande, il y a un problème et que tu fais tes 1000 premiers euros, c'est qu'une question d'échelle. Après, bon, forcément, selon la niche, tu touches un plafond. Mais au pire, tu touches un plafond, tu le semi-automatises, et puis tu fais autre chose après, derrière. Et t'as d'autres idées comme ça de niches exotiques ou pas? Bah, par exemple, j'étais tombé sur en France, en francophonie. Alors c'est moins exotique, hein, je te l'accorde. J'ai commencé fort, mais Ouais. je suis tombé sur une créatrice de contenu qui vend des formations en onglerie, par exemple. Donc tu sais, pour se faire les ongles, pour les femmes qui sont les ongles. Donc Ah, elle a onglerie, ok, la ouais. version personnelle, B2C, et puis elle a la version B2B. C'est-à-dire elle a créé une gamme de produits selon le type d'ongles que tu fais. J'y connais rien, mais en gros tu vois l'idée, tu vois. Et c'est de l'infoproduit sur des ongles en fait, sur l'onglerie. Et donc et le produit au-dessus, c'est je te forme à devenir moi en gros. Voilà, je te forme à être professionnel dans le domaine de l'onglerie par exemple. Ah, en effet, Ok. onglerie, plus de 30 000 recherches par mois juste sur ce mot-clé en France. En effet, assez dingue. Et toi, enfin, avec Luc, depuis un bon moment, on tourne vraiment donc autour de tout ce qui est les communautés. On réfléchit beaucoup enfin, on va dire au community-based product, donc les produits basés sur des communautés, enfin, toute cette vague-là, le creator economy et tout ça. Toi, quand est-ce que tu as compris que c'était pas juste, enfin, qu'on avait bougé
on va dire, l'infoproduit traditionnel avec juste un funnel, des gens qui viennent, qui payent, qui se barrent, qui font leur truc, à vraiment créer une communauté, rassembler des gens, tu l'as dit tout à l'heure, leur donner un nom pour qu'ils puissent transmettre des valeurs et ainsi de suite. C'est à peu près quand la période où tu as compris que ça était une de tes armes, enfin, si c'est le cas, hein, d'ailleurs, si c'est pas le cas, tu nous le dis, mais Si, si. que ça a été une de tes armes premières, tu vois. Quand j'ai rencontré ma compagne, on s'est rencontrés au cours de nos études, ce qui est assez anecdotique, mais on avait un mémoire de recherche à rédiger chacun. Donc moi j'ai rédigé un mémoire sur les IA, c'était en 2017. Et elle a rédigé un mémoire qui était beaucoup plus intéressant que le mien d'ailleurs, qui était sur l'humanisation des marques. Et donc elle étudiait des grands groupes, je crois qu'il y avait Danone par exemple, je sais plus exactement. Et ce qu'elle concluait sur ces grandes marques de yaourt, etc., c'est qu'ils avaient développé une stratégie marketing d'humanisation. D'ailleurs, quand elle a rendu son mémoire, on va dire le corps enseignant a trouvé ça ridicule de parler de communauté en 2017, de parler de communauté et d'humanisation de marque. On voit aujourd'hui que c'est un peu différent, 6 ans plus tard. Et en fait, donc c'était au Probablement des cœur. grands visionnaires. Ouais, mais c'était, en fait, on l'a capté assez vite parce que nous, enfin, ce qu'on observe, c'est que finalement, plus les gens sont connectés sur Internet, moins ils sont socialisés dans le monde réel. Donc, en fait, il y a énormément de solitude. Il y a énormément de souffrance liée à cette solitude. Et cette souffrance liée à cette solitude, elle se répercute sur Internet. Et en fait, il y a besoin d'une soupape de sécurité qui est la communauté, en fait, qui est comme l'humain est un être social, cette sociabilité qu'il a plus dans la solitude peuplée des villes, il la trouve sur Internet. Donc forcément, on a capté très vite, et c'est pour ça on a cassé le SEO du site à l'Estudiantine en 2019. En sachant qu'on faisait un gros sacrifice, dans le sens où il y avait un site complet qui était référencé sur à l'Estudiantine, mais en se disant que c'était un investissement pour l'avenir parce qu'on pourrait se mettre sur lestriconotes.com, qui était un nom communautaire. Voilà. Donc on l'a compris, ouais, Carrément. dès le début on a compris ça, voilà quoi. Et d'ailleurs, je pense, je referai pas un business comme ça sans communauté. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais c'est sûr que, enfin, nous on le voit, mais tout ce qui est business communautaire a tendance en ce moment à croître de plus en plus et en plus être plus facile, enfin plus facile, faut pas dire ça, mais pouvoir se lancer plus vite, tu vois. T'as plus besoin de lever des fonds, d'avoir l'argent des VC, de mettre de la pub sur Facebook, d'être dépendant de Facebook, de Google, de machin, de payer des trucs. Au bout d'un moment, t'as une communauté, tu l'as acquise, tu peux, un, lancer ton premier business, deux, si elle est attachée à ta personne en mode personal branding, machin, relancer d'autres business et ne pas être limité par ah ouais mais on me connaît pour tel truc et si je dévie de 2 degrés fini je suis plus légitime entre guillemets. Je trouve qu'on a vachement perdu sur les 3 dernières années ce syndrome de l'imposteur, truc qui était vachement présent je trouve il y a quelques années, et je trouve que ce côté de communauté dit bah ouais j'ai une communauté, je la connais, je la comprends, je suis légitime à lui apporter des produits même si les produits peuvent varier entre les deux. C'est vrai que là vous c'est très très niché et je pense que il y a aussi du bien à avoir une niche, mais tu vois, ça se trouve demain vous pourriez bouger la communauté sur un autre truc proche et elle répondrait quand même. J'en sais rien, hein, j'ai pas fait de l'as, mais... Si, c'est possible, on pourrait, par exemple, sur un autre art créatif. Par exemple, on nous demande, si tu veux, le tricot est une sous-niche dans Ouais, la niche ok. des loisirs créatifs. Parce que, en fait, dans les loisirs créatifs, t'as la couture. La couture, c'est le plus gros loisir créatif qui existe en francophonie. Tu as, attends, je dis peut-être, non, oui, oui, c'est le plus gros. Après, tu as le crochet, par exemple. Donc, tu attaques des bulles de marché qui sont beaucoup plus importantes que le tricot. Et nous, on nous demande régulièrement des formations en crochet, même si ma compagne ne sait pas crocheter. Voilà, par exemple. Tu vois, c'est. Mais Ok. par contre, là où je suis en léger désaccord avec toi, c'est que je trouve qu'il n'y a pas tant de business communautaire que ça en francophonie par rapport à l'opportunité que c'est. Je trouve Ah ouais. que aujourd'hui, ça manque quand même, hein. Ah non, 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 au On contraire, parle beaucoup de ouais. communauté, mais on le fait pas, tu vois. Ah oui, par contre, je suis d'accord avec toi. Il y a Ah encore ok, d'accord. énormément de place. Non, non, pardon. Moi, je disais, il y en a quand même de plus en plus parce que nous, on a la tête là-dedans, donc on trouve un peu les pépites et tout ça. Mais je suis d'accord avec toi. Ça versus le nombre de boîtes traditionnelles, le nombre d'infopreneurs, enfin, ça versus ancienne version, on va dire. Je suis d'accord avec toi, c'est très faible. C'est mieux qu'il y a quelques années, mais c'est super faible. Nous, on regarde des gars avec Luc aux États-Unis, il en parlera mieux que moi parce qu'il les connaît
encore mieux, presque religieusement. Mais, on regarde des gars tu vois, qui deviennent vraiment des références, qui ont deux, trois boîtes. Matt, j'ai bouffé son nom. On le citera, je le donnerai, on le citera dans la bio, mais un mec qui a, je crois, trois boîtes, plus sa communication perso, et ouais, et ça, on Matt n'a Gray, pas tu veux encore dire? ça. Matt Gray, exactement. Matt Matt Gray, Gray. ouais. Matt Gray est très Alors, très fort. Matt Gray, il a un business il a un blog autour de la weed, en gros. Ouais. Et donc, c'est un énorme blog. Il a réussi à créer un énorme blog dessus. Et puis derrière, il a son personal branding, qui aujourd'hui, il génère, à mon avis, à peu près 1 million d'euros par mois, où il vend une grosse formation à 5 ou 6 000 euros sur comment développer son personal branding et arriver à le scaler jusqu'aux 10 millions de chiffre d'affaires annuel. Et il y a aussi une petite formation pour, tu sais, pour s'organiser, tout ça, se créer un Notion, machin. Enfin, il y a d'autres petits trucs, je suis allé fouiller un peu. Ouais, en fait, il a cette formation principale et après, il a plein de petites formations, même comment créer une communauté et tout. Mais j'ai l'impression que c'est plus des produits d'appel pour son gros produit Ah, c'est possible. que des produits principaux. Mais Ouais, possible. ouais, mais c'est vrai qu'en France, il y a pas grand monde, hein. Mais en fait, la raison elle est simple. Alors déjà, deux choses. Déjà, de un, c'est que là, on parle, pour les triconautes, on parle de vraie communauté. Pour le coup, vous avez vraiment un Discord, les personnes y parlent entre elles. Est-ce que vous faites des lives aussi Oui, oui, vous faites des on a lives? fait, Ouais, ok, ouais. oui, on a fait 150 lives sur la chaîne YouTube et on continue de faire des lives aujourd'hui. On en est au centième. En fait, on a fait des lives. Au début, on a fait des lives entre guillemets de fidélisation acquisition, on va dire ça comme ça, même si un live est jamais un contenu d'acquisition, mais c'était des lives si tu veux, qui étaient disponibles sur la chaîne YouTube. Il y en a 150, donc c'est gratuit. Voilà, c'est que des trucs de how to. Et aujourd'hui, on a construit un produit communautaire basé sur le live en fait. Et donc les lives sont disponibles en public pendant le moment de la diffusion. Et après la diffusion, le replay va dans un espace communautaire. Ok, ouais. Donc Ok, n'importe qui peut ok. regarder le live, mais par contre pour regarder le replay, tu dois aller dans l'espace, tu dois payer en fait, voilà. Tu dois être Bah, membre. vous, voilà. Pour le coup, vous avez une vraie communauté, vous avez une vraie stratégie communautaire. La plupart aujourd'hui des personnes, même des marques qui disent oui, communauté géniale, blablabla, en fait, elles créent pas des vraies communautés. Alors au-delà du fait que bon, la plupart créent des audiences sur Instagram ou des audiences sur TikTok ou des audiences sur Twitter très peu, ou alors des newsletters, ce qui n'est pas des communautés, eh bien les personnes qui essaient quand même de faire le travail de ok, on va essayer de réunir des humains entre eux au même endroit, que ce soit Discord, que ce soit Facebook, Telegram ou que sais-je, eh bien elles n'arrivent pas à gérer cet engagement communautaire parce qu'en fait elles ne comprennent pas les leviers communautaires. Là où j'ai l'impression que vous êtes plutôt bon d'avoir ce que tu m'as dit la dernière fois. Comme tu as dit, vous avez en plus des sessions live, des sessions questions-réponses, etc., etc. Et ce on va pas se leurrer, créer des vraies communautés engagées, c'est compliqué. C'est Oui. vraiment, vraiment compliqué. Et je pense que c'est aussi pour ça que très peu le font. Beaucoup font la solution de facilité qui est de créer une audience sur Instagram. Et très peu osent créer des communautés, ce qui est très dommage. Et donc ça laisse finalement beaucoup de place à beaucoup de place à d'autres. Mais ce leverage, alors, ça m'intéresse. Comment est-ce que vous organisez l'engagement? Comment est-ce que vous travaillez l'engagement au sein de notre communauté? Est-ce que vous faites des appels de groupe réguliers ou est-ce que vous donnez la parole à vos membres en live? Est-ce que vous avez vraiment voilà, je sais pas, un process spécifique pour garantir un engagement communautaire qui est fort au sein du Discord? Alors, déjà le premier truc, c'est que pour faire une bonne communauté, il faut pas essayer de greffer une communauté à ta marque, tu vois. Il faut créer ta marque autour de ta communauté. C'est-à-dire en fait déjà la différence c'est pas deux éléments que tu essaies de coller ensemble de manière artificielle, c'est comme deux troncs d'arbres qui se lient entre eux et tu peux plus les défaire. C'est ça pour moi en tout cas la vraie stratégie à avoir quand tu crées une communauté et une marque. La manière dont on le fait, nous, c'est simple, c'est quelque chose qui s'auto-nourrit. C'est-à-dire que il y a une logique comment dire, si tu veux, le cycle, une fois que tu as lancé le cycle se nourrit tout seul. Je vais expliquer. Quand on a des formations, on a 25 formations. Dans ces formations, tu as des modèles tricot. D'accord. Donc ces modèles tricot, une vidéo pas à pas pour t'expliquer, tu peux le tricoter, etc. Quand elle tricote les modèles des formations, donc les personnes qui sont clientes, ces modèles, elles les montent sur le Discord. Donc déjà, elles le partagent, les modèles des formations, donc elles font de l'évangélisation des formations aux personnes qui sont sur le Discord et qui ne sont pas dans les formations. Et après, ce qu'on fait, c'est que tous ces témoignages-là, on les récupère, ces photos de réalisation, et on nourrit les pages de vente avec. Donc si tu veux, ça renforce la monétisation, puisque on renforce les pages de vente à chaque fois par cycle avec les nouvelles réalisations. Donc tu arrives avec des pages de vente où tu as des dizaines de réalisations dessus, voilà. C'est beaucoup plus facile de vendre quand les gens voient tout ce qui a pu être accompli. Et ensuite,
ces témoignages, on les réutilise une fois par semaine, on les republie dans un Hall of Fame pour montrer, en gros, féliciter et donner des points. Donc on a un admin qui donne des points en fait sur et ces points donnent des rangs en fait. Et au fur et à mesure que tu tricotes les modèles des triconautes en fait, des formations. Et donc ça c'est un exemple, c'est un seul exemple de cycle dans la communauté, tu vois. C'est un exemple parmi tant d'autres, tu Vous avez vraiment fait de la gamification, entre guillemets, de l'expérience, quoi. vois. Ouais. C'était Et intentionnel, aussi, enfin, ouais. Vous hmm, aviez regardé le truc en vous disant c'est une bonne stratégie, on va construire le truc comme ça, ou c'est arrivé un peu par hasard? c'est comme tout, tu sais, il y a une part de tarte tatin, tu découvres ça par hasard, et puis il y a une part aussi où quand tu as fait la tarte tatin, tu te dis ah mais c'est génial et tu commences à construire dessus. Pour te donner un exemple, quand ça a vraiment commencé, au début, par exemple, je vais donner une partie du business, sinon ça va être trop compliqué, il y a trop d'éléments à parler, mais au tout début, en 2019, quand on a commencé, on a lancé une radio tricot. Donc c'est un live d'une heure et demie, dans lesquels on explique l'idée à la base, et c'est là où je t'explique que c'est le principe de la tarte tatin, c'est qu'au début, on voulait faire venir les triconautes en live pour parler et échanger autour du tricot. Le problème, c'est que personne ne voulait venir. Parce que timidité, tu n'es pas sur un public. Je pense qu'il y a une question aussi qu'on est sur un public de femmes. C'est plus dur de venir sur Internet, c'est plus difficile d'assumer la parole pour X raisons. Et puis c'est des personnes plus âgées, donc c'est moins évident. Et à la base, Discord était un outil pour les faire venir en live. C'est-à-dire, elles venaient échanger avec nous en live sur le Discord. Et comme en fait, on pensait que le problème au début, c'était que la prise en main de Discord était problématique, on s'est dit ce qu'il faut faire, c'est créer une vie communautaire sur le Discord, pour que, comme ça, quand on fait le live, elles sont de base sur le Discord, et elles n'ont pas besoin de s'inscrire à Discord pour venir parler en live. Ouais. Donc on a créé une vie sur le Discord, on a organisé des événements, etc., etc. Sauf que personne n'est jamais venu en live, donc on a retourné le concept du live, mais par contre on a eu un Discord. Et quand on a vu que le Discord marchait, on a continué. Tu vois, là, ça a commencé au début avec une mauvaise idée, et on a su, on va dire, organiser ça dans une stratégie plus intelligente. Brillant. Du pivot, comme on aime. Et est-ce que tu penses à des... si on reste un peu sur les communautés, est-ce que tu as dit qu'il y avait... je pense que tu as raison, hein, finalement, il y a très très peu de niches communautaires qui ont été attaquées en France. Est-ce que tu as des idées comme ça de niches communautaires qui pourraient être super intéressantes à attaquer et où pour l'instant, en France du moins, il n'y a pas grand monde? Ok. Alors, quand tu m'as envoyé un message sur Twitter pour qu'on fasse une vidéo, j'ai pas très bien dormi la nuit suivante. Et donc j'ai commencé à réfléchir parce que tu m'avais parlé de trouver des business unsexy, etc. J'arrivais pas trop à dormir. Et donc j'ai réfléchi. J'ai réfléchi un petit peu. Il y a un truc que j'ai vu il y a pas longtemps sur YouTube. J'ai vu une vidéo qui devait faire 1 million de vues. Qui s'appelait comment en anglais comment j'ai créé comment créer un univers m'a changé la vie ou quelque chose comme ça. Et en gros, c'est le mot clé, c'est world building. Je savais plus ou moins que ça existait, mais sans savoir, en fait, le world building, c'est les gens qui créent des univers, en fait, je suppose, de tout genre, mais de fantasy notamment. Par exemple, Tolkien. Tolkien, avait le Seigneur des Anneaux, c'est du world building. Je me dis, tu vois, le potentiel incroyable de créer une communauté avec des produits basés sur le world building. Ça pourrait être incroyable. Parce que du coup, n'importe lequel de tes clients produit du contenu culturel, puisqu'il crée lui-même des world building. Et il y a un potentiel exponentiel en termes de création de contenu avec cette thématique du world building. Et ça fait des millions de vues déjà aux États-Unis. Donc il y a un intérêt. Il y a des gens qui regardent ça. Il y a même une page Wikipédia, je connaissais pas, moi je connaissais pas du tout. C'est comme Tolkien. C'est des gens qui créent Ouais, des univers. très stylé. C'est dingue. Et t'imagines, il y a des gens il y a des devs peuvent créer des petits jeux vidéo avec du world building. Les artistes avec IA peuvent créer du world building. Enfin, tout converge. En fait, toute communauté où chaque individu peut créer du contenu a un potentiel exponentiel parce que chaque réalisation que fait une de ces personnes valide et renforce ta marque. Parce que en Make Money, par exemple, c'est quand tu mets des captures d'écran Stripe de tes clients. Tu vois? Ouais, c'est ultra smart et du coup j'imagine que le business model tournerait autour finalement de la bonne information sur comment créer des univers en fonction de que ce soit univers rédactionnel, Hmm. univers artistique, etc. Et puis après chacun partage ses expériences sur les réseaux. Tu peux faire une, Mm. une, une méga formation qui est
How to make a world building, tu vois, comment créer un monde extraordinaire, une méga formation comme ça. Puis tu fais des petites formations qui sont sur des angles plus précis, par exemple, comment, par exemple, tu peux aller sur le jeu de rôle derrière, tu vois, donc comment apprendre le jeu de rôle à tes enfants, donc formation ultra spécifique qui s'adresse qu'aux parents, mais aussi par exemple aux gens qui ont des neveux, des nièces, etc. Tu peux faire, je sais pas, tu peux j'imagine que tu peux faire plein de choses. Tu peux faire comment utiliser l'IA pour créer ton univers, tu vois, par exemple. Comment pour l'illustrer ou méthode de scénarisation, par exemple. D'apprendre à créer des scénarios. Tout est, tu vois, t'imagines le nombre de produits que tu peux faire autour de ça. Ah, là, tu m'apprends un truc. Je ne connaissais pas du tout ce marché. Ouais. Zéro. Non plus. Et c'est sûr qu'une fois que tu as ça, si tu as un univers qui cartonne, là, des gens ils sont fans de ton univers pour une raison X ou Y. Derrière le nombre de business que tu peux lancer dans le jeu vidéo, dans le cinéma, dans le, j'en sais rien, moi, le théâtre, une chaîne YouTube, enfin tu peux tabasser le truc. Ça peut être Bah un oui, incubateur à réalisateur, à producteur. Je sais plus exactement le métier qui correspond, Exactement. mais hmm. Bah, réalisateur, c'est le mec, le réal, c'est le mec qui est sur le, enfin, qui shoot le film et tout ça. Le producteur, c'est le mec qui file l'argent, normalement. Enfin, dans Ah le ouais, aucun cinéma. des deux Mais, alors. non, non, mais si, Non, si, non, bah, non, je producteur. parle de celui, le scénariste, voilà, un Ah incubateur à oui, scénariste pour le coup. Ouais. Eh ben, ouais, pas pas mal. mal du tout. Ouais, pas mal du tout. Très, très stylé. Allez, celle-là, elle me fait réfléchir. La problématique, c'est toujours, est-ce que tu as un problème de monétisation ou est-ce que tu as un problème d'acquisition? Si tu as un problème de monétisation, il faut trouver le bon produit. Ça peut être de l'infoproduit comme ça peut être autre chose, voilà quoi. L'avantage de l'infoproduit, c'est que quand tu commences, t'as pas besoin d'un rond en fait. Et tu peux l'améliorer. L'avantage de l'infoproduit, c'est que au début tu fais une copie qui est pas forcément terrible, tu vois, parce que tu débutes, mais tu peux l'améliorer, l'itérer, et tu peux l'offrir aux gens qui ont déjà acheté, et donc tu renforces la relation avec eux, forcément. Parce que les gens, si tu leur donnes une meilleure copie, tu vois, ils peuvent que t'apprécier derrière. En fait, d'autant plus, je pense que d'ailleurs c'est une niche qui va vachement se développer parce qu'avec l'IA, ça va vachement se démocratiser. Le world building même d'un point de vue dans les jeux vidéo avec des designs complexes qui hier n'étaient pas accessibles à tout le monde, ou du moins accessibles uniquement aux techniciens, aujourd'hui va être accessible juste aux rêveurs. Et je pense que de plus en plus de personnes vont pouvoir s'inventer, s'imaginer des mondes, pouvoir les créer directement. Et je pense que du coup l'IA va ouvrir cette porte de la démocratisation de ce marché. Et donc quelqu'un qui pourrait se lancer avec la bonne formation derrière une communauté, puis enfin imagine quand même, c'est la communauté parfaite parce que tu aurais des micro-récits, des micro-histoires, des fictions, une créativité vraiment vraiment top à chaque fois que tu ouvrais que tu ouvrais la communauté quoi. Enfin tout le monde voudrait revenir, tu aurais une rétention communautaire de dingue quoi. Je suis sûr C'est même ça que que tu n'es pas obligé Bored de Ape. créer. Non, vas-y, Je t'en vas-y, prie. excuse-moi. Non, 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 je t'en prie, je t'ai Non, coupé. je disais, c'est ça que Bored Ape a voulu faire un peu avec les NFT, avec leurs jeux vidéo. Enfin, sauf que je sais pas s'ils se sont pris en mode world building, mais et peut-être que c'était pas assez communautaire. Enfin, peut-être qu'il y a eu des erreurs de fait. Mais tu vois, ils ont sorti un NFT, ils ont créé un truc autour, ils ont créé un jeu vidéo. Enfin, ils ont essayé. Ils ont, tu vois, et peut-être que c'est vers ça qu'ils veulent se diriger, les gars. Possible, hein. J'ai vu un NFT, il y a pas, c'est pas, je sais pas si c'est un NFT, mais un projet en tout cas Web3 avec des guêpes, des guêpes ou des fourmis, je sais plus. Et pareil, il y a des histoires avec des chapitres, etc. Mais tu sais jamais vraiment vers où ça veut aller en fait. T'as l'impression que c'est des ébauches ou le problème des business communautaires, il y a deux, enfin, le principal problème, et il y a des sous-problèmes qui sont liés à ce problème, c'est que c'est plus dur. C'est beaucoup plus dur. Pourquoi c'est plus dur? D'abord parce qu'il faut offrir énormément de valeur. C'est-à-dire que tu dois créer le contenu de monétisation, mais tu dois aussi créer le contenu de fidélisation et d'acquisition. Et le contenu de fidélisation est extrêmement important. Tu vois, moi par exemple, toute la période où j'ai débuté la communauté, pendant 2 ans, j'ai fait des vidéos sur YouTube pour l'acquisition, des formations pour la monétisation et un live tous les dimanches après-midi pour la fidélisation. Donc ça forcément, ça faisait et d'autres contenus de fidélisation et donc forcément ça faisait un, un pilier en plus de contenu à créer, de travail à faire pour fidéliser, qui était gratuit et qui n'était pas monétisé, tu vois. Parce que normalement tu fais l'acquisition, tu fais la monétisation avec un produit, puis la fidélisation c'est toujours le truc que tout le monde, on verra plus tard. Et c'est ça la difficulté. Et la deuxième difficulté c'est que quand tu développes, comme tu es en communauté, tu te prends aussi tous les retours en direct, donc t'as pas fini quelque chose que tu as déjà en retour. Et comme il y a quand même un gros biais de négativité, c'est quelque chose qu'il faut quand même pas sous-estimer quand tu es au quotidien, c'est que comme il y a un gros biais de négativité, tu prends énormément de retours négatifs. Et sur le long terme, donc sur des années, tenir les retours négatifs en direct qui te viennent pendant que tu travailles, ça peut nuire à ta volonté d'entreprendre. Beaucoup. Ouais, c'est clair ça.
Mais tu vois, là, c'est dans l'optique, enfin, ce que tu disais juste avant, c'est dans l'optique où la communauté, alors certes, c'est un tout, mais j'ai l'impression que c'est plus aussi un bonus qui vient se greffer sur la vente de formation. Mais il y a aussi des business models où finalement la communauté est le produit directement. Il y a des personnes qui arrivent juste à réunir les humains entre eux. Alors peut-être qu'après, il y a des bonus avec des masterclass ou compagnie, mais il y a vraiment des business qui se façonnent autour justement des communautés. Et enfin, la communauté est le bonus. Je pense à John Hopton, dont on a parlé assez régulièrement, Alex. Je pense à Chief.com aussi, la communauté de femmes de seniors exécutantes aux États-Unis ça coûte 8 000 euros à l'entrée. Et pour le coup, la promesse, c'est juste, OK, vous allez pouvoir réseauter avec d'autres femmes du milieu et compagnie. Donc je pense que là, ce que tu as décrit, ça demandait énormément de boulot à partir du moment où on considère que la communauté va permettre d'accentuer, enfin, va permettre va venir euh, faire en sorte que les engrenages fonctionnent bien, quoi, que la fidélisation, que la rétention client puisse me marcher, etc., etc. Mais t'es dans le make money. Les exemples que tu vas Non, donner, non? non, non. Enfin, est-ce que c'est vraiment de make money, Chief.com? Est-ce que c'est pas plus moi, c'est plus de la relation, hein. C'est plus le marché de la relation finalement. Faire un réseau entre entrepreneurs, après tu choisis ton segment de marché, mais un réseau entre entrepreneurs, il y a quand même une idée derrière de ROI, de retour sur investissement. On Ouais. n'arrête pas, il y a un lieu commun qui consiste à te dire que plus tu as de réseaux, plus tu es capable de changer tes références. Et donc tes références permettant d'évoluer, tu peux gagner plus de chiffre d'affaires. Il y a quand même un fort lien de ROI direct entre l'acquisition d'un réseau et tu vois, moi dans ma niche, je pourrais pas faire ça. Je pourrais pas faire payer pour une communauté directement. Je pourrais, mais j'en vivrais pas, tu vois. Non, c'est clair, ouais. Non, c'est Tu clair, vois c'est ce vrai que je pour veux les dire? niches. Je pense que ça marche. Il faut faire attention sur ce qui marche avec des niches. Euh, les trois grandes niches, tu vois, les relations, la santé et le sport, et le mec money, excuse-moi. Mais il y a des centaines, des milliers de niches à côté de ça qui n'obéissent pas aux mêmes lois, que tu peux Ouais. adapter ces lois, mais c'est pas, mais voilà quoi. Faire payer 8 000 € pour un groupe de tricot, c'est inimaginable. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Trop cool. Est-ce que t'as d'autres idées comme ça de business pas sexy? Et, Je, je, euh, et, hmm et, et original, hein, si en même temps on peut rigoler comme pour la première idée, ça peut être top. Euh, j'avais pensé à un truc aussi, mais alors là, j'ai pas trop baqué mon idée, mais enfin, je suis un peu allé chercher quand même. Ça fait des dizaines de milliers de vues sur YouTube. Si je me disais un business de formation en magie pour devenir magicien. Je suis sûr qu'il y a un truc. Je suis sûr que je suis sûr que ça, tu pourrais organiser, comment dire, créer un écosystème de formation, de mini formation, tu vois, de mini produits comme on voit avec Antoine BM ou Jean Rivière, sur des typologies de tours de magie spécifiques comme la pièce ou les cartes, etc. Je suis sûr que ça serait, avec un bon personal branding, je suis sûr que ça marcherait super bien. Je pense que ça doit déjà exister, non, à l'étranger. T'as trouvé des trucs? J'ai pas regardé à l'étranger, j'ai regardé sur le YouTube francophone et j'ai Ouais. trouvé des chaînes YouTube qui faisaient pas mal de vues, mais Ouais. rien de quand je suis allé chercher, tu vois, un peu vieillot, branding pas terrible. Bon, peut-être que je suis pas tombé sur Ouais. le mec, mais s'il y a qu'un mec, il peut en Ouais, avoir ouais. d'autres là quoi. Non, non, je suis Mais, assez d'accord avec toi. Ça, je pense il y a vraiment une niche, parce que j'ai déjà des gens qui m'ont parlé de ça. Moi, ça me semble improbable de payer pour apprendre à faire de la magie, mais il y a déjà des gens qui m'ont dit, qui ont fait une formation, mais tu sais, c'était un truc genre en physique, pour apprendre à faire des tours de magie. Et les mecs, ils ont payé, hein. Mais c'était, encore une fois, c'était une formation physique, tu vois, dans un endroit avec des gens qui connaissaient tout ça. C'est pas en mode infoproduit, mais si ça marche en physique, c'est que ça marche en infoproduit. Moi, je suis mais sûr, il y a. Et j'avais déjà vu un truc comme ça en France, un gars qui faisait des reels qui marchait super bien et je crois qu'il y avait une formation à côté. Mais même, moi je pense que ce qui peut hyper bien marcher aussi, c'est proposer ce type de produit de formation, pourquoi pas aux parents d'employés, avec essayer de vendre ça aux entreprises, tu sais, les CE de boîtes, et essayer de leur dire, écoutez, voilà, c'est Noël par exemple, récompensez vos employés en faisant plaisir à leurs enfants. Parce que c'est un truc auquel très peu de personnes pensent finalement, puisque la plupart des boîtes, ils pensent beaucoup au bien-être des employés et compagnie, mais ils pensent très peu à la charge mentale des personnes qui entourent chacun des employés, que ce soit les enfants, que ce soit les grands-parents et compagnie. Et je pense qu'il y a un gros créneau à aller chercher de ce côté-là. Alors pourquoi pas au niveau de la magie, ce que tu veux, ça, c'est plus du divertissement pour les enfants. Mais je pense que ça peut être intéressant et que peut-être certaines boîtes seraient prêtes à offrir ça ou alors des spectacles de tours de magie ou compagnie.
Moi, je pense que de toute façon, comme je vous ai dit, hein, je pense que tout est monétisable quasiment sur Internet. Le seul truc, c'est de trouver la paire acquisition et monétisation. Et souvent, le problème des gens qui sont dans le divertissement, qui ont des chaînes YouTube qui font beaucoup de portée, euh, c'est souvent le problème de monétisation. C'est que souvent, ils vont vers du merchandising, donc ils vont vendre des t-shirts, des mugs, etc. Personnalisé avec les codes culturels de la communauté, mais c'est pas du tout la meilleure manière, voilà quoi. C'est pas du tout, enfin c'est pas du tout, c'est pas la meilleure opportunité de monétisation que de vendre des mugs. Ouais, c'est clair. Tu peux en Je pense vendre, que hein, mais c'est sur le côté. t'as aussi un truc, je suis à peu près sûr que ça existe déjà, pour le coup j'ai même pas vérifié, mais je lisais un truc, tout ce qui est digital detox et se couper du numérique aussi. Là je suis certain, alors c'est tricky parce que tu dois expliquer à une communauté en ligne qu'elle doit se couper du numérique, donc il y a un truc qui devient un peu Oui, compliqué à mettre en place, ouais. mais je suis certain que des produits pour tu vois, détoxiquer les réseaux, essayer de mieux comprendre comment fonctionne son cerveau et tout, c'est un truc qui peut mais cartonner. Je sais pas la forme que ça prendra, mais je suis certain que ça peut cartonner. Le Oui, mec oui, oui, s'envoie des je pense, lettres, oui. peut-être. Ça s'appelle la poste, en fait. Ça cartonne déjà. Non, mais un business par lettre, ça serait imaginable, hein. Ça serait par vraie lettre physique, lettre postale, ça serait tout, tout est imaginable. Après, la question une fois que tu as trouvé ta paire, c'est jusqu'où tu peux aller. Voilà. Et Ouais. je pense qu'on peut souvent aller plus loin que ce qu'on imagine au début, parce qu'on a des barrières mentales et qu'on se dit non, mais c'est pas possible. Moi, il y a déjà un mois où j'ai fait 70 000 € hein, avec le tricot, donc. Ouais. Après, c'était un mois spécifique, mais je fais pas 70 000 € tous les mois, tu vois. Mais ma compagne pensait pas faire 1 euro au début, hein. Ouais. Et, et, et vous pensez quoi des communautés qui, autour de... Alors, c'est un peu moins réjouissant, mais autour des maladies. Avec, on peut très bien imaginer une application de GBT, de maladie, par exemple la maladie inflammatoire de l'intestin, ça se répand de plus en plus de personnes qui sont touchées en France, en Canada et aux États-Unis. Et puis, pour l'instant, il y a quelques applications mobiles qui se sont lancées, mais ils ont que des sales notes sur les réseaux, c'est vraiment terrible. Donc, on peut imaginer bon, il y a l'application déjà pour venir traquer son évolution, un peu comme les applications de règles qui aujourd'hui font fortune pour les premières, mais surtout backée par une communauté. Parce que c'est vrai que, mine de rien, l'un des piliers pour qu'une communauté fonctionne, il faut que ce soit un groupe qui de base soit homogène et qu'ils aient tous un grand combat à mener. Et donc, alors, enfin, c'est je trouve ça compliqué quand même de parler business quand on parle de maladie, tu vois. Mais je pense que pour le coup, ça peut être des communautés qui sont hyper engagées. Des communautés de femmes enceintes, à mon avis, il doit y en avoir plein. En vrai, ça va être quelque chose qui doit être commun. Mais on peut imaginer des communautés sur des maladies un peu plus, enfin, de toutes sortes, quoi. Avec pourquoi pas de la tech derrière qui viennent de les épauler, un soutien. Enfin, moi, je pense que même ça apporte un soutien moral de dingue, quoi. Je pense qu'il doit forcément exister des forums ou des communautés sur Reddit de ce type, mais vous prenez les maladies qui sont les plus communes, où les personnes, ils ont besoin de parler, ils ont besoin de parler à des personnes qui ont ça, et ils n'ont pas envie d'aller dans les chambres d'hôpitaux pour parler à des personnes similaires, pour avoir ça directement en ligne, des personnes qui les rassurent ou que sais-je, avec pourquoi pas des lives avec des médecins, et puis voilà, une application qui vient baquer tout ça. Je pense que peut y avoir des grosses opportunités, et en plus beaucoup de comment dire, de belles actions à faire dans ces milieux-là. Je pense que de toute façon, quand tu as un point dur dans ta vie comme ça, c'est sûr que tu as envie d'en parler à d'autres gens et de te regrouper et tout ça. Après, la question, c'est le côté éthique du business, c'est-à-dire jusqu'où tu peux monétiser un truc. Ou alors, tu vois, en partenariat avec l'État. Peut-être avec, tu vois, avec genre, c'est remboursé par la caisse maladie. Mais c'est sûr que je sais pas jusqu'à quel point, tu vois, tu peux vraiment monétiser. Enfin, comment dire? Pousser le truc sans que ce soit mal vu. Je pense que les applis que tu as regardées, elles ont des mauvaises notes aussi parce que ça doit être mal vu. Enfin, je connais pas le truc, mais les reviews pas ouf, c'est peut-être à cause de ça, non? Ah, t'as plus de micro, mec. Tu m'entends? Ok, c'est Ouais. moi. Ok, ouais, désolé. Non, non, là, pour le coup, c'était juste lui ex lui. Mais après, c'était sur des applications qui touchaient des maladies qui n'étaient pas trop graves. Maladies inflammatoires de l'intestin, ce sont des trucs qui sont pas mortels. C'est pas des trucs qui, Ouais. qui sont vraiment dérangeantes. C'est pas facile à porter, mais Bah, tu sais, quelque part, c'était un peu. C'est bizarre de comparer ça à ça, mais c'était un peu Doctissimo, hein. Doctissimo, à la fin des années 90, début des années 2000, mec, c'était un forum communautaire, alors où t'avais pas ta vraie identité, donc il y avait un côté un peu impersonnel, mais
tu pouvais dire, bah voilà, j'ai tel problème, comment ça se gère, t'avais des topics et tout ça, et bon, ça partait quand même rapidement du grand n'importe quoi. Donc, il faudrait qu'il y ait Ouais, c'est vrai. des admins qui soient très, 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 très chauds. Mais, mais t'avais ce côté support de groupe, quoi, tu vois. Ouais, de ouf, De de ouf. le problème quand tu monétises sur des personnes en souffrance, le premier problème, si tu, puisque tu as évoqué le cynisme au début, c'est le vrai problème, c'est si tu monétises le fait que plus ils vont payer, plus ils vont guérir, hein, ce qui est faux. Voilà, ça Ah c'est oui. ça le vrai problème. Après Ouais. maintenant, Ouais. créer, permettre, organiser un lien, une sociabilisation des personnes en souffrance, moi je vois aucun problème avec ça. Nous sur le Discord par exemple, je vais vous donner un exemple. Nous on a des personnes âgées, on a beaucoup de gens qui ont 70 ans, 65 ans. Moi, une majorité de ma communauté a plus de 65 ans. Donc, avec plus de 65 ans, forcément, très régulièrement, on a des gens qui nous écrivent par mail qui viennent de perdre leurs proches, leurs parents, leur grand-mère, leur mari, parfois leur femme. On a très très peu d'hommes, mais euh, des gens en souffrance, nous on en a tout le temps, puisque il y a un âge où où proportionnellement, on a plus de décès dans son entourage, on a plus de maladies, on est plus fatigué, on a la santé qui se détériore, etc. Moi, j'ai plein de gens qui ont des cancers, etc. Je leur promets pas que plus ils vont acheter de formation tricot, plus ils vont aller mieux. C'est pas du tout ça, c'est complètement décorrélé. Par contre, sur le Discord, il y a un salon qui s'appelle Tamalou, où les gens peuvent parler c'est pas en rapport avec les salons VIP des formations, ça n'a rien à voir, c'est accessible gratuitement. Les gens peuvent parler, ça leur fait du bien, hein. Tu vois, donc des gens qui se réunissent par rapport à leur souffrance, moi ça me paraît pas du tout, comment dire, exotique. Si la communauté devient un accompagnement du service que tu délivres et que les gens parlent de leur souffrance, pour moi ça me paraît logique en fait. Ça fait partie de la vie. Ouais, Ah, ouais. L'idée, c'était pas de vendre la pilule magique, hein. J'allais pas aller oui, jusque-là, oui, hein. j'avais compris, mais L'idée, c'était vraiment un accompagnement et, enfin, c'était vraiment pouvoir donner la parole et leur donner un espace avec des personnes parce que moi, personnellement, mon premier réflexe, quelle que soit ma situation, bah, je vais vouloir chercher les personnes qui sont passées par là. Voilà. Si j'ai des doutes, des questions, que sais-je, mon premier réflexe, c'est ça. Donc, je vais sur Google, je vais checker, etc. Et, voilà, imagine même dans cette communauté des personnes qui sont passées par là, qui ont été guéries, qui expliquent comment ils ont fait, qui expliquent les épreuves, à qui on dit que c'est dur et qui disent oui, mais que c'est normal, etc., etc. Je pense que c'est un truc dans lequel que moi personnellement je pourrais utiliser si j'étais victime d'une maladie qui man- proposait ce genre de choses. maintenant la question c'est quoi que tu vas monétiser derrière, à part une commodité avec une application par exemple. Je sais pas, tu vois, je sais pas si tu peux faire des formations par rapport à ça. Derrière on touche sur le domaine de la santé, donc après tu dois les faire en partenariat avec un spécialiste ou toi-même tu es spécialiste. Sur les femmes enceintes, comme tu disais tout à l'heure, il y a un problème avec les femmes enceintes qui est extra simple, c'est la LTV. C'est que ça dure 9 mois. Et donc ça veut dire que t'as quand même enfin, ou alors il faut faire du produit après après la période de grossesse. Donc il faut faire du postpartum, les premiers mois, les premières années des enfants. Mais ça, tu peux pas rester que sur les femmes enceintes, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ouais, non, non, Tu veux rebondir là? moi, je trouve toujours que la santé, c'est vraiment C'est le chiant. bise le plus dur à attaquer. Mais même au-delà que ce soit la régulation, que ce soit définir les produits. Alors, la santé, la vraie santé, j'entends, hein, pas formation pour aller courir ou appli pour traquer ses performances sportives ou ce genre de bail, hein. Ça c'est fastoche, mais enfin, c'est fastoche, ça se gère. Mais dès que ça touche, tu vois, au vrai médical, moi, mon point de vue sur ce truc-là, c'est rester les deux pieds en dehors du truc. Là, j'entends pour moi, hein, tu vois, mon point de vue en tant qu'entrepreneur, je me dis toujours, il y a deux, trois trucs que t'as pas envie enfin, enfin, qui semblent très compliqués à attaquer. Je mets toujours la santé dedans. Ouais. Moi je Mais suis c'est assez sûr d'accord, hein. Je suis ouais, assez c'est sûr d'accord. qu'il doit y avoir des opportunités, hein. Attention, c'est certain qu'il y en a, hein. Et c'est certain que celui qui le craque peut potentiellement craquer un truc assez énorme, hein. Parce que c'est des gros montants, c'est des gros budgets, c'est des investissements que tu fais sans te poser de questions. Donc c'est sûr que, enfin, comme les labos pharma et tout ça, qui sont des boîtes à cash extraordinaires, avec des valorisations extraordinaires, et voilà. Et Pour le coup, une fois que t'as tu un t'en problème. sors, ouais, avec plus Pour de le coup, t'as chances un problème. ouais, Ouais. d'aller au bout, entre guillemets. Ouais, vas-y.
Pour le coup, tu as un problème douloureux, urgent et récurrent, voilà. Oui, oui. Mais c'est vrai que c'est un peu touchy. Et je pense que il faut aborder ça dans une dynamique très, très particulière, voilà quoi. Mentalement, moi je ferais pas ça personnellement. Je préfère le tricot. Tu prends moins de risques, c'est sûr. Oui, Ok les gars, bon bah écoutez sur Carrément. ce, merci à tous. Et puis merci. Benjamin, si c'était un plaisir, on mettra les liens des triconautes et de ton compte Twitter aussi Ouais, sous cette vidéo. Et puis à la semaine prochaine. merci À pour la semaine l'invitation. prochaine. Au revoir. Ciao, bye bye.